c'est la faute à qui? Vous qui collaborez avec ces régimes, vous allez je, je, ne je ne collabore pas avec le régime. Pourquoi vous parlez de cette... J'ai pas compris. Pas encore? Non, écoutez, d'abord, il n'y a aucune honte à travailler avec l'État du Cameroun, d'accord? Et moi, et nous, dans Diakokam, on discute avec toutes les parties, d'accord? Donc, la discussion que j'ai avec vous, je peux l'avoir avec l'État du Cameroun, je peux l'avoir avec la présidente de la République, je peux l'avoir avec le président du MRC, je peux l'avoir avec le président du SDF. J'ai aucun problème avec ça, vous comprenez? Parce que ce qui nous intéresse, c'est comment réussir finalement à impliquer la diaspora dans le développement du Cameroun. C'est tout. Voilà. Seule la volonté politique permettrait cela. C'est ce que je veux bien vous entendre dire. C'est la volonté politique qui permettrait cela. Voilà, vous avez... D'autres qui peut permettre à cette diaspora de Diako Kam ou de Diako Chien ou Chat de s'intégrer au Cameroun. Est-ce que vous comprenez ça, André Inda? Ben, je vais vous répondre, mon ami. La volonté politique, c'est souvent une... Votre frère, appelez-moi mon frère, c'est mieux comme ça. Alors, mon frère, je vais vous répondre. La volonté politique, c'est souvent un serpent de mer qu'on évoque comme ça pour essayer de tout expliquer. La réalité est beaucoup plus modeste, hein? Elle est beaucoup plus simple, la réalité. C'est que quand on n'a pas les éléments pour prendre la bonne décision, on ne peut pas la prendre. L'État n'a pas aujourd'hui les éléments pour prendre la bonne décision par rapport à la binationalité. Alors, elle freine. On n'en parle pas assez. Mais vous savez quelles sont les difficultés auxquelles on va être confronté si on décrète la binationalité demain? Vous savez que si l'État n'est pas préparé en termes administratifs, en termes de ressources financières, en termes de ressources au niveau diplomatique et consulaire, comprenez? Si l'État n'est pas préparé, vous savez ce que ça peut produire comme difficulté? Eh bien, donc vous ne pouvez pas tout le temps imputer tout à la volonté politique. Et donc, quand on fait de la politique, quand on fait la science de la politique un peu comme moi, on sait en fait décomposer les difficultés. Et là, on se rend compte qu'en fait, souvent, très souvent d'ailleurs, l'État a du mal à décider parce qu'il n'a pas tous les éléments pour prendre la bonne décision. Excusez-moi, André, est-ce que je peux une seconde? Allez-y. Parce que André, je veux bien... D'accord, parce que c'est vous qui André. Bien sûr, évidemment, je demande la permission. André, je veux bien qu'on soit courtois, qu'on soit, entre guillemets, constructif comme André le veut, mais on ne peut pas faire une distorsion trop grande par rapport à la vérité. Voilà, je veux dire, avec tout mon respect et mon affection pour André, bien sûr, je recommande à André de jeter un coup d'œil sur un bouquin paru il y a une vingtaine d'années environ. C'est pas d'un Camerounais, c'est de Paul Collier, qui est professeur d'économie et développement à Oxford, qui a écrit Exodus, How Diasporans Change the World. Et vous allez parcourir des faits, parce que le Cameroun n'est pas isolé, le Cameroun n'est pas seul au monde. Le Cameroun, quand vous dites, André, que pour prendre la décision politique, il faut avoir les éléments, mais attendez, ça fait 40 ans que des gens refusent de considérer les gens, leurs compatriotes, leurs propres compatriotes comme des Camerounais à part entière. Le Liban, Israël, qui sont des pays développés, elle fait partie des pays les plus riches du monde. Vous pouvez avoir 15 passeports, non, il y en a ciré, ils sont heureux de vous dire que vous êtes israélien. Je veux dire, le Ghana qui est pas loin de nous, lorsque vous descendez des États-Unis, vous êtes un Nord-Américain, vous remplissez un formulaire, avant même d'étudier votre dossier, vous avez au moins une carte de résident. Et plus on vous donne le passeport, les Pakistanais, les Indiens, les Chinois qui ont 70 à 90 millions de personnes dehors, comment ils font pour mobiliser leurs ressources diasporiques? C'est une question de volonté. Paul Collier dit ceci, je veux pas être long. Paul Collier rappelle quelque chose de très simple dans son bouquin, Exodus, How Diasporans Change the World. L'Afrique est confrontée à la diaspora depuis des millénaires. C'est quand même d'Afrique que sont partis les premiers hommes, il me semble. Jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que les Africains sont confrontés plus que d'autres à l'exode de leur population depuis des millénaires. C'est-à-dire le rapport que l'Afrique doit avoir avec les ressortissants des différents pays qui partent doit être exemplaire et instructif pour les autres. Les autres devraient prendre des cours chez nous. Et qu'est-ce qu'on fait? On assiste à quoi au contraire? Parce que la question diasporique est politique par essence. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul Collier qui a l'autorité pour le faire. Il est chercheur émérite à Oxford.
qui est quand même, excusez du peu, l'une des universités les plus prestigieuses au monde. Hein. Je veux dire, en termes de ranking, il n'y a pas de problème. Je veux dire, la question diasporique politique par essence. Donc, lorsqu'André essaie de nous dire que, attendez, il faut décomposer, mettre d'une part le politique et mettre de l'autre, c'est pas les efforts de la diaspora pour s'intégrer. C'est pas à la diaspora de faire des efforts pour s'intégrer. C'est aux gens qui sont au pouvoir de faire l'effort d'intégrer la diaspora à son concept et à ses ressources en termes de développement. Lorsque vous avez envie de construire une maison, vous ne dites pas c'est le ciment qui doit se déplacer pour venir se mettre sur le chantier. C'est vous qui allez chercher le ciment. Je veux dire, la diaspora, c'est la ressource principale du Cameroun. Moi, je dis dans mon bouquin, c'est le plus grand gisement de pétrole du Cameroun. Ce n'est pas au large de Bakassi, c'est la diaspora. C'est en diaspora que vous avez les compétences les plus pointues du Cameroun. Et à l'ère de l'économie numérique, de l'économie actuelle, ce sont les inputs les plus pointus qui créent des valeurs. Ce n'est pas en vendant du cacao ou du café. Et on le sait à Yaoundé. Je pense, et j'en finis. André, dans sa volonté, sa stratégie d'être constructif, d'être avenant avec le pouvoir, il minorise excessivement, et je pense que ça doit faire rire les gens à Yaoundé, il minimise excessivement la détermination de ces gens-là à barrer la diaspora. Il ne les prend pas sur eux. Eux-mêmes, ils doivent en rire. Ils doivent en rire. Ils sont déterminés. Lorsque vous citez l'exemple de quelqu'un qui a quitté Bruxelles pour aller être professeur de médecine au Cameroun, c'est un exemple sur 1000. Parce que la plupart des exemples, ça ne marche pas. Parce que là-bas, on leur fait voir de toutes les couleurs. Et c'est connu. La plupart leur font voir de toutes les couleurs. Et ils ne s'en cachent pas. Ils le font ouvertement pour vous dégoûter. Donc, ce n'est pas la peine de citer un exemple et dire « Ah oui, comment ça a marché ?» Non, non, c'est pas… Je comprends d'approcher, d'aborder plus calmement le pouvoir, mais on ne peut pas aller jusqu'à dire « Attendez, pour pouvoir, ils ne savent pas quoi faire. » Pendant ce temps, les Sénégalais ont 15 députés de la diaspora élus démocratiquement. C'est-à-dire les gens sortent de leur foyer là-bas à Paris sans même voter leurs députés. 15 députés qui ont les mêmes prérogatives que les députés nationaux. Au Mali, un ministre délégué qui s'occupe de la diaspora. Pendant ce temps, au Cameroun, on t'explique que non, tu n'es pas Camerounais. Raoul Cuchet, voilà, je vais en profiter pour saluer mon ami du Sénégal. Là. Il se reconnaît, hein, le seul qui a démissionné du pouvoir de Macky Sall. J'espère qu'un ministre aura ce courage-là au Cameroun un jour. Tierno Alassane Sall, mon ami, je te salue. Voilà, c'est mon ami dans la vie, hein, je le dis, je ne vous cache pas. Voilà, André Inda, il y a de cela 30 ans, le PIB du Ghana, qui vient d'être cité par Raoul Kucho, était de loin inférieur à celui du Cameroun. Et c'est ce Ghana-là qui a pu s'organiser tel que sa diaspora revient aujourd'hui, même les Noirs américains reviennent, ils sont enregistrés et tout. Avez-vous jamais été au Ghana, André Inda? Non, pas spécialement, non. Vous souhaitez d'aller à Accra? Je pense que vous n'avez plus caresser quelqu'un du régime de Yaoundé. Allez-y faire un seul jour. Vous n'avez plus écoutez, je n'ai pas besoin d'aller sur place pour connaître le pays. Je connais le pays, je connais ses institutions. Je connais je me connais, j'y vais. C'est ma maison à Dabaka, Islegon, c'est là où je vais. D'accord, ok. Mais je crois qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper de la volonté politique oui. Au Cameroun. Et surtout, oui. La volonté politique n'appartient pas, pour moi, à mon sens, aux journalistes qui parlent, n'appartient pas qu'à ce régime-là. Il faut chercher jusqu'au Quai d'Orsay à Paris. Vous comprenez? Et vous le savez, André Inda. Moi, je vais vous répondre tout de suite. D'abord, j'ai dit que si on veut avancer, il ne faut pas tout politiser. Première chose. Et quand je dis qu'il ne faut pas tout politiser, ça ne veut pas dire que je veux tout dépolitiser non plus. Ce n'est pas ça. Il faut être vraiment lucide. C'est important. Hein. Je n'ai pas dit, je suis pas en train de banaliser l'importance politique de la diaspora. Pas du tout. Si vous voyez très bien nos propositions, Jackie, on commence par quoi? On commence par demander qu'on mette en place une politique d'engagement de la diaspora. Mise en place d'une plateforme de compétences. On dit qu'il faut qu'il y ait une politique d'engagement de la diaspora. Comprenez? On dit qu'il faut… On dit qu'il faut qu'il y ait des députés et des sénateurs élus démocratiquement. On est dans le sillage de ce qui se propose, de ce qui se fait au Ghana, n'est-ce pas, ou bien au Mali. On est dans une démarche. Il ne faut pas tout mélanger. Je dis ça d'un seul mot. Ce pays a connu et connaît des difficultés depuis 40 ans, comme vous le dites. Est-ce que simplement parce qu'il y a ces difficultés, on ne peut plus maintenant avancer? On ne peut plus construire quelque chose parce que depuis 40 ans, entre guillemets, comme vous dites, rien n'a été fait, on ne peut plus rien faire. Eh bien, nous ne sommes pas dans cette démarche-là.
nous nous disons, il n'est jamais trop tard pour agir et bien faire. Nos propositions, si elles sont entendues, seront mises en œuvre et nous permettront d'engager la diaspora de manière constructive. Alors, dans les 5 mesures que vous proposez, on trouve en 4e position la création d'une banque d'investissement de la diaspora. Alors, c'est toujours votre association Diakokam qui va créer une telle banque? Oui, en fait, si vous voulez, les choses sont très clairement organisées. Hein. C'est-à-dire que notre approche, je vous l'ai dit dès le début, c'est un partenariat stratégique. C'est-à-dire que toutes les propositions qu'on fait, on le fait en partenariat, en collaboration avec le Cameroun. Et au Cameroun, l'État, comme les privés, ont acquis une expérience et des compétences en matière de création et de gestion de banques, et notamment de banques d'investissement. Et bien donc, on entend mettre en place cette banque avec ses partenaires. Vous comprenez? Et vous avez dans le modèle que nous suivons, la banque des PME qui a été mise en place par un ancien de la diaspora. La banque des PME est mise en place au Cameroun, c'est ça? Oui. J'espère qu'elle tiendra longtemps. Et vous savez qui est le ministre? On salue Messi qui doit être au Canada. J'espère que la banque tiendra longtemps. Vous savez monsieur le ministre Achille Basilekin, qui est un ami, qui est un ancien de la diaspora précisément, et qui a investi au gouvernement dans sa qualité de ministre. Eh bien, je ne dirais pas que c'est un exemple, mais voilà un modèle quand même qui peut être un miroir intéressant si on veut construire un partenariat avec le Cameroun. Vous comprenez? Donc, cette banque, elle sera créée en partenariat avec ces gens, mais aussi en partenariat avec l'aide, avec l'appui, avec l'intelligence, justement, de tous les Camerounais qui sont ici, j'en connais, à la City, qui sont des spécialistes des questions financières, des questions d'investissement. Voilà. Et c'est avec ces gens que nous allons construire le projet. Et j'ai un ami particulier qui est en Italie, qui a même créé une banque communautaire qui marchait très bien. Et donc, on a des gens de qualité qu'on pourra mettre autour d'une table pour s'occuper de la création de cette banque d'investissement. Très bien. Écoutez très bien cette question, si André Inda. Elle va être assez longue. Je vous prie de bien la saisir pour répondre ligne par ligne. Votre association parle de la création d'un conseil national représentatif des Camerounais de l'extérieur avec 10 sénateurs et 18 députés à l'Assemblée nationale. Pouvez-vous nous dire qui seront ces députés et sénateurs? Première question. S'agira-t-il des membres de la diaspora ou des Camerounais et Camerounaises qui vivent au Cameroun? Voulez-vous que je me répète? Non, c'est bon, j'ai compris. Alors, d'abord, première chose, pour nous, le préalable de tout cela, c'est régler la question de la binationalité. En amont, c'est ça? Oui, c'est le préalable. D'accord. C'est le préalable. C'est vraiment important parce que sinon, tout le reste n'a pas beaucoup de sens. Il faut régler la question de la binationalité. On parle même plutôt de la multinationalité. Vous comprenez? Ensuite, les élus de ce conseil représentatif seront des personnes de la diaspora qui seront élus démocratiquement par les membres des communautés diasporiques qui seront formés en fonction des circonscriptions électorales qui seront établies. Vous comprenez? Ont-ils besoin de faire partie d'un parti politique pour être élu? Alors, il faut bien entendu suivre la logique politique qui est celle de la représentation par le biais des partis politiques, naturellement. D'accord. Voilà. Avec des élections qui vont se faire à l'ambassade, organisées par l'ambassade, avec un ambassadeur, un consul nommé par le pouvoir, c'est ça? C'est la même logique, quoi. Est-ce que vous avez conscience du fait que si, vous savez, les consulats, oui, les ambassades, oui, ce sont les représentations de l'État du Cameroun. Oui, et qui viennent même de la même région du Cameroun régulièrement à 80%. Donc, ce sont les gens-là qui vont organiser les mêmes élections avec les mêmes contrôles et tout.
Vous allez quand vous... ce qui se passe au Cameroun à l'étranger, quoi. Vous êtes Non, on ne sera plus dans ces schémas-là. Quand vous aurez la binationalité réglée, quand vous aurez la question de la binationalité réglée, ce type de problème que vous posez ne se posera plus. Et le choix sera fait par les candidats, par les membres de la diaspora qui auront accepté de s'inscrire sur les listes électorales. C'est le préalable. Si on s'inscrit, on ne peut pas voter. C'est évident. Ce n'est pas souvent l'air d'être évident, mais c'est évident. Et c'est toujours le consulat qui va inscrire ces Camerounais. C'est même consulat nommé par le pouvoir en place, comme ça se passe tout le temps, quoi. Non. Ça va être sans fin, quoi. Non, on n'est pas dans ce schéma. Non. Vous êtes dans votre schéma qui n'est pas le mien. Pas du tout. Nous disons, à partir du moment où on a la binationalité qui est réglée, les Camerounais qui voudront faire acte de citoyenneté, oui, ils devront faire la démarche de demander la nationalité camerounaise une fois qu'ils auront... C'est la nationalité camerounaise. Je suis né en Bogada. J'ai un passeport français aujourd'hui, comme Samuel Eto'o, qui est né en Bogada avec moi et qui a un passeport camerounais. Je dois me demander une nationalité. En fait, d'abord, là, on est vraiment sur les questions de détails qui sont c'est pas un détail, André Inda. Non, vous permettez que je dise ce que j'ai à dire? Pour moi, ce sont les détails de procédure qui seront même facilement réglés dans la façon dont on va penser la chose. Ce qui est important, c'est que ce sera un processus démocratique et transparent qui sera mené ici et où les citoyens de la diaspora qui ont beaucoup de vigilance, beaucoup de capacité, pourront surveiller les processus. C'est très important, la surveillance des processus. Si les processus électoraux ne se passent pas très bien, ils auront l'opportunité de le constater, de le dénoncer. Et il changera quelque chose, n'est-ce pas? Mais bien entendu. Bien entendu que ce sera pris en compte. Bien entendu. André, est-ce qu'il n'aurait pas été de bon ton de dire que ceux qui voudront candidater pour être sénateurs ou députés de la diaspora ne devront faire partie d'aucun parti politique, tout simplement? Est-ce qu'on ne peut pas prendre une telle décision courageuse? Ça peut faire partie des éléments qu'il faut verser au débat. Nous, on n'a pas de position arrêtée avec ça. Simplement, on a voulu s'aligner sur la logique politique qui est celle du Cameroun. Mais ça peut faire partie des éléments à prendre en ligne de compte. Vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas un blocage. Raoul Kuch, ne pourrait-on pas imaginer que ces députés et sénateurs camerounais qui vont être élus par la diaspora bénéficient d'un concours extérieur, totalement extérieur? Ça veut dire que nous sommes en France, nous sommes en Belgique, nous demandons à d'autres communautés de nous donner un coup de main de manière bénévole, une journée pour nos élections. Aucun Camerounais ne tient aucune urne. Que des Belges, que des Rwandais, que des Congolais viennent tenir ces urnes-là à nos places, vu les contentieux qui se multiplient au Cameroun depuis 30 ans, Raoul Kuchko. Mais écoutez, Jackie, il y a un point sur lequel je suis paradoxalement d'accord avec André. Lorsqu'il dit qu'il ne faut pas politiser la chose, c'est contre les faits historiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter des questions de la diaspora sans y aller directement à la question politique. Ce n'est pas possible. Le rapport qu'un État entretient, qu'un pays entretient à sa diaspora est politique, par nature. Et encore une fois, ça ne vient pas de moi, je ne suis pas spécialiste du champ, pas du tout. Mais je suis allé me renseigner. Là où je suis d'accord avec lui, paradoxalement, puisque lui, il milite, il plaiderait, si j'ai bien compris, pour qu'il y ait des députés, des sénateurs de la diaspora. Paradoxalement, je pense qu'il y a très peu de Camerounais en diaspora qui se battent pour qu'il y ait des députés et des sénateurs camerounais en diaspora. Pour une raison simple, élémentaire et de bon sens, c'est que la plus grande partie des Camerounais en diaspora, y compris ceux qui sont tout près du Cameroun, au Gabon ou en Côte d'Ivoire, ils savent qu'on n'a pas encore réglé les questions politiques dans le pays. On ne peut pas aller voter des députés et des sénateurs d'ailleurs qui ne servent à rien, parce que pour ce qui est du Sénat, comme la première décision qu'un pouvoir sérieux prend en accédant à Etoudi, c'est de virer ces gens qui ne servent absolument à rien et qui coûtent une fortune au pays. La question est simple, c'est ceci. Est-ce que vous pouvez voter des députés camerounais à 6 000 km, à 10 000 km pour les États-Unis, alors que dans le pays, on ne vote pas les députés? Les députés sont nommés pour la plupart, et on le sait. Jackie, vous l'avez dit il y a quelques minutes avec votre ironie habituelle. Mais évidemment que les députés au Cameroun, ça ne veut rien dire, on sait très bien que ça ne veut rien dire. Donc, pourquoi aller rajouter d'autres députés qui ne servent à rien?
Ce qu'on demande aux Camerounais, en tout cas pour ce qui me concerne modestement, je demande aux Camerounais qui sont au pouvoir, et dans ce sens, je rejoins André. Je voudrais m'associer à la démarche de tenter cette option-là, de les caresser, de les flatter presque, de leur dire, frangins, les frères, les sœurs, vous savez quoi? Rester au pouvoir juste pour rester au pouvoir. Regardez à quoi ressemble notre pays. C'est la question politique. On ne peut pas y échapper. Est-ce que vous vous rendez compte que ça fait 40 ans que vous êtes au pouvoir? C'est ce que je dirais si j'avais la position d'André, c'est-à-dire si j'avais les oreilles de ces gens-là. Ça fait 40 ans que vous êtes au pouvoir et il n'y a pas une route décente entre Douala et Yaoundé, qui sont les deux plus grandes villes d'Afrique centrale. 233 km les séparent. 233. Au Ghana, qui était de très loin derrière le Cameroun il y a 30 ans, j'ai voyagé d'Accra, l'extrême sud, jusqu'au Burkina Faso par route. Donc, c'est la question que je poserai. Donc, les gens de la diaspora, quand ils sont énervés contre le régime, c'est parce qu'ils voient bien qu'on fait des projets, on conçoit des projets 1000 fois plus grands que ça et on les réalise à l'étranger. Quand vous allez au Qatar, où vous étiez, Jacques, il n'y a pas longtemps, aux Émirats Arabes Unis, en plein désert, et vous voyez les gens qui allument les automates pour arroser leur pelouse, alors qu'on est en plein désert. L'été, là-bas, il fait 55 degrés. Tout est vert. Tout est vert. Partout. Il n'y a pas l'eau à Yaoundé. Il n'y a pas un quartier à Yaoundé, vous avez de l'eau potable. En 2021, un quartier, je dis en plein capital. Les gens de la diaspora, ils ont raison de ne pas comprendre. Puisqu'ils vivent en diaspora, ils voient bien qu'on soit des projets gigantesques, faramineux à l'étranger et on réalise en 5 ans. Moi, j'étais au pays, le hasard fait, j'étais au pays il y a 5 ans ou 6, je ne sais plus, où on a fait pose de la première pierre, un tronçon de la route Simalen-Yaoundé, 10 km environ. 2 x 2, ils appellent ça la autoroute, mais vous savez très bien que c'est une blague, c'est pas une autoroute. Mais 2 x 2, on a livré le chantier. Vous comprenez donc que quelqu'un de la diaspora qui vient souvent à Yaoundé ne comprenne pas qu'on roule sur des pistes en sortant de cet aérogare qui ressemble à une gare routière en banlieue tunisienne. On appelle ça aérogare. Vous sortez de là, vous roulez sur le truc qu'on connaît là pour arriver à Yaoundé. Les gens de la diaspora ne comprennent pas. Et c'est normal qu'ils ne comprennent pas. Allez voir Blaise Ndiaye à Dakar, vous allez comprendre ce que c'est qu'un aéroport et une autoroute, la A1 qui rallie l'aéroport Blaise Ndiaye du centre-ville de Dakar. Allez voir ça en Inda. Demande pas à voir. Je connais. Pourquoi faire avec les députés? Ils veulent qu'on construise le pays, les gens de la diaspora. Donc, de ce point de vue, encore une fois, je suis paradoxalement d'accord avec André qu'il ne faut pas tout politiser. Moi, en tout cas, de mon poste, de ma fenêtre, je n'ai pas l'impression, quand je regarde les diasporiques camerounais, je n'ai pas l'impression qu'il doit y avoir des sénateurs. Ils veulent simplement que chez eux, quand ils appellent qu'on ne coupe pas l'électricité à Ezeka 4 jours par semaine. Je dis 4 jours par semaine. Ezeka est à 1 heure de Yaoundé. Le barrage est là à côté. On est censé avoir des barrages à aider. Je veux dire, c'est ça le problème du Cameroun. Je veux dire, c'est pas les diasporiques qui ne veulent pas avoir des députés. Pourquoi faire des députés? Pourquoi faire? Je ne sais pas si c'est la question, André. Oui. Ma réponse à Raoul. Non. En fait, si vous voulez, la question des députés et des sénateurs, c'est le seul mécanisme politique par lequel on peut assurer la représentativité d'une partie de la population. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est très efficace. Quand vous avez un sentiment d'être marginalisé, la réponse à ce sentiment de marginalisation ou bien la réponse à cette réalité de marginalisation, c'est la représentation au niveau du Sénat et du Parlement. Et il faut bien avoir à l'esprit que quand on est sénateur ou bien quand on est député, malgré tout ce qu'on peut dire, on peut agir au sein de ces institutions, mais aussi en dehors. Et on peut, en tant que sénateur de la diaspora, député de la diaspora, dialoguer, travailler avec les communautés diasporiques partout où elles sont, pour faire remonter tous les besoins, toutes les revendications, toutes les propositions vers le sommet de l'État. Tout ce que vous dites à propos des difficultés qu'il y a, ces difficultés, je les connais comme vous, on les vit comme vous, mais on est dans une autre approche. On se dit, comment on fait pour résoudre des problèmes? On ne va pas juste continuer à les dénoncer, parce qu'il y en a plein. On ne va pas simplement s'arrêter à les dénoncer. Nous, on dit quelle est la part qu'on peut prendre, nous, en tant que membres de la diaspora, pour résoudre une partie de ces problèmes.
Voilà dans quelle approche on est. André Inda. Donc, on n'est pas là pour... Moi, je ne suis pas là. Quelqu'un n'est pas là pour défendre le régime. Ce n'est pas ça du tout. On est là pour dire comment on implique la diaspora pour prendre part à la capacité à résoudre les problèmes du Cameroun. Voilà notre démarche. En tout cas, André Inda, sachez que la critique est constructive. Tout à fait. Et puis, plus c'est un média qui fait du journalisme de solution et de critique. Vous savez, le journalisme de solution. Buvez un coup, prenez un verre d'eau, ça vous fera du bien. Merci beaucoup. Donc, Monsieur André Inda, lorsque je diffuse la vidéo d'un jeune Camerounais qui est lancé dans l'imprimerie des documents électroniques informatisés en Allemagne, c'est une façon de dire à cet État, ce que vous appelez État, le gouvernement camerounais, que voilà un enfant du Cameroun qui a une telle compétence. Vous comprenez? Le problème de la carte d'identité ne devrait plus se poser au Cameroun quand on a des Camerounais de la diaspora capables d'en fournir. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, ceux qui pensent à Yaoundé, que Jacques Mouafou, journaliste de l'opposition, disent ce que vous voulez, quand il faut taper sur le MRC, je tape. Peut-être à ce moment-là, vous ne voyez pas, vous devenez des Ivoiriens quand je tape sur le MRC. Il faut exposer. Un peu de respect pour les Ivoiriens, s'il te plaît. Ce sont mes amis. Je n'ai jamais rencontré Paul Biya, pourtant j'ai serré la main et discuté avec Laurent Gbagbo, président de la République en 2007, de longues heures à Lisbonne. J'attends toujours de rencontrer M. Paul Biya, je pense que ça se fera par là, et vu que personne ne le voit jamais. Bon, donc, c'est la vérité. Attendez, la vérité. Comme c'est comme... Qu'est-ce que vous avez pris au déjeuner, Jackie? Qu'est-ce que vous avez pris au déjeuner? C'est la vérité. Bon, André Inda, je respecte le président de la République, mais je dis qu'on ne le voit jamais. Bon. Moi, je ne l'ai jamais vu. Je vois les autres présidents partout où je vais. J'entre à la présidence de la République d'Afrique du Sud, du Gabon, de partout où je vais. Là, au Cameroun, toucher le premier mur de la présidence de la République, on ne voit pas Dieu, Jackie. On ne voit pas Dieu. Au Cameroun, on a... André Inda, je suis au courant qu'en ce moment, les hautes instances camerounaises discutent de cette question de l'encadrement. Ils appellent ça encadrement de la diaspora camerounaise. Ils n'ont pas encore réglé le problème de la binationalité, mais ils discutent déjà de l'encadrement. Je ne sais pas qui on va encadrer sans avoir réglé le problème de la binationalité. Donc, on discute de l'encadrement, de l'installation des structures, voilà, des mesures. On prend tellement de mesures, tout le monde devient couturier là-bas. Que répondiez-vous à ceux qui disent, car en investiguant avant cette émission, certains m'ont dit, André Inda cherche le positionnement. Est-ce que vous cherchez le positionnement? On sait que vous avez été en politique en Belgique et ça a mal tourné. Je prends sur moi l'audicien belge m'attaque. J'ai investigué auprès de beaucoup de personnes, j'en connais, en Belgique qui sont sur en politique blanc comme noir. On vous a détruit parce qu'on ne voulait pas voir un noir arriver. Alors, certains disent que c'est parce que vous avez échoué dans la politique belge que vous voulez vous positionner au Cameroun. Que leur répondiez-vous? Ils sont avec vous en Belgique, hein? Bon, d'abord, ma démarche n'est pas une démarche personnelle, hein, même si je suis en train de vous parler au nom de Diack Ocam. L'expérience politique que j'ai eue en Belgique n'est pas une expérience politique passée. Hein. Vous comprenez? Elle n'est pas passée. Donc, ce qu'ils vous ont dit, qu'on m'a détruit, ce n'est pas faux. Que c'est un processus qui est organisé, planifié de longue date, hein, jusqu'au sommet de l'État même ici, vous comprenez? On le sait. Voilà. Mais il faut bien avoir à l'esprit que la Belgique est un État de droit. Et donc, même si des gens ont des positions de pouvoir, ils ne peuvent pas tout faire comme ils veulent indéfiniment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je n'ai pas le sentiment d'avoir échoué dans la politique belge parce que... Ils ne l'ont pas dit, André Inda. Ils disent que par racisme, on vous a détruit. Oui, c'est vrai. C'est votre crédit que vous avez des compétences, vous auriez pu, mais parce que vous êtes noir, vous n'y êtes pas arrivé. Et je connais plein de noirs en Belgique. Nicolas de Fosso est un frère aussi, qui n'y arrive jamais. C'est parce qu'il est noir, on me l'a dit, un député jeune comme vous, qui est de l'extrême droite en Belgique et qui en ce moment est mis au frigo depuis quelque temps,
Vous suivez mon regard. C'est vrai. Mon numéro, je discute avec. Si vous n'aviez pas été noir, vous serez arrivé. Voilà ce qu'on m'a dit. Donc vous avez du talent, on vous le reconnaît. Mais on trouve que maintenant que les Belges, par racisme, vous ont détruit, vous voulez vous positionner quelque part dans votre pays d'origine. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Alors, je leur dis la chose suivante. Bon, se mettre au service de son pays, est-ce qu'il y a quelque chose de plus noble que cela? Moi, je suis disponible pour me mettre au service de mon pays. Ce n'est pas votre pays, André Inda. Vous êtes belge. Vous n'êtes pas Cameroun, vous n'êtes plus Camerounais. Oui, je dis que mon pays d'origine, j'ai bien précisé, mon pays d'origine. Vous êtes belge aujourd'hui, vous confirmez? Parce que vous êtes battu en politique belge, vous êtes belge. Oui, vous n'avez pas encore la binationalité, donc votre association pourrait même pas avoir le droit d'agir au Cameroun. Mais en fait, mais vous n'avez pas compris, ou bien vous faites semblant de ne pas comprendre. Je viens de vous dire que j'ai le droit de m'investir pour le développement de mon pays d'origine. Et vous savez, ce que je fais avec Diakokam, ce n'est qu'un élément. Hein. J'ai plein de choses, d'initiatives dont je m'occupe au Cameroun, vous comprenez, et que je finance tout seul, vous comprenez. Donc, je m'investis dans mon pays d'origine sans passer par les médias ou bien sans crier sur les toits. Mon investissement pour mon pays, c'est quelque chose qui me préoccupe. Je suis préoccupé comme Raoul, comme beaucoup d'autres, par l'état dans lequel se trouve le Cameroun. Et j'estime que ce pays qui a tant de ressources, qui a tant de compétences, et si vous avez eu la gentillesse ou la bienveillance de m'inclure parmi ces compétences, je pense que ces compétences doivent être mises au service de cet État-là. Et le biais par lequel on peut le faire, c'est par le partenariat stratégique que nous proposons au niveau de Diakokam. C'est un partenariat stratégique, c'est-à-dire qu'on ne veut rien imposer, on n'est pas dans une démarche inclusive, on est dans une démarche de partenariat avec l'État. Et un partenariat ciblé, ce n'est pas non plus un partenariat général, c'est sur des éléments précis à partir desquels on discute et si on a un accord, à partir desquels on va travailler. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas dans une démarche de positionnement individuel, je suis dans une démarche d'investissement personnel, évidemment, et de conviction, parce que je pense que notre pays a besoin de nos compétences, et si on les a, eh bien, pourquoi ne pas être disponible? André Inda, Wenje Jobi. Tu veux recommencer? Répondez en ambassade, je vous parle ambassade, répondez en ambassade, on poursuit. Il est Bassa. Vous êtes Bassa? Oui, je suis Bassa. Vous parlez, vous avez un langage tellement tempéré, tellement policé, que comme dit Jackie, je vous voyais plutôt belge, pas Cameroun. Alors, le français, Raoul Cuchot, vous revenez du Cameroun, vous avez pris le visa avant pour y aller, j'espère, Raoul Cuchot. Mais évidemment, Jackie. Vous avez payé combien votre visa franco-bamileke, là? C'est 100... Combien? 130, non? Je ne sais plus. Bon, ben, je vais aussi vous poser une question en bamileke maintenant. Je ne sais pas, vous êtes de quel coin de l'Ouest, Raoul Cuchot? Banganté. Banganté. Andeke? Afitse, Jackie. Merci. On est Namegi. Pardon, Jackie? On est Namegi. Mais nous bien même, comment? Jackie, qui ne connaît pas? Vous avez l'aide Jackie. Bon. André, qui ne connaît pas le célèbre Jackie? André Inda, quand je vous demande où vous ne me répondez pas. Vous ne voulez pas parler au Bassa, pourquoi? Comment? Attendez, André Inda, pourquoi vous ne me répondez pas en Bassa? Mais je suis disposé à répondre en ambassade. Qu'est-ce que tu veux savoir? Mais, hein, Manje Chobi. Oh, André, c'est bien. Non. Attendez, lorsque je dis dans un média le 20 novembre dernier que je suis franco-bamileke, c'est tollé au Cameroun, est-ce que cela vous gêne, André Inda, d'être franco-bassa? En l'occurrence, je ne suis pas français, même si Belgo-bassa, voilà, Belgo-bassa. Pas du tout, non. Je suis tout ça, bien entendu. Alors? J'ai même vécu étudier en français. J'ai même la culture française. Tu vois, mes titres académiques sont français, donc je me sens même français.
Voilà. Ben oui, vous êtes passé au centre Raymond Aron, André. Absolument. D'abord, Raymond Aron, oui, je l'ai dit au début. Raymond Aron, c'est l'un de mes ancêtres, l'un de mes aïeux. Quand je le dis, ça fait rire tout le monde, c'est vrai. Mais nos ancêtres étaient les Gaulois. Non, c'est pas un Gaulois, Raymond Aron, c'est un juif, c'est autre chose. Ah, c'est un juif, d'accord, je ne savais pas. Oui, mais oui, vu la proximité des traditions. Ouais, c'est un de mes aïeux. Les juifs, là, franchement, il y a une proximité terrible. Quand je dis ça aux étudiants, ils rigolent, mais quelques-uns finissent par venir me voir et je leur explique. Invite-moi à faire une conférence là-dessus à Lille. J'ai travaillé beaucoup là-dessus. Je reviens il y a un mois, pardonnez-moi, on va garder ça comme ça, on ne coupe pas, on dit tout sujet un peu plus. Il y a un mois, j'étais à Luxembourg pour faire des rites traditionnels de veuvage à un jeune Camerounais de 37 ans qui vient de perdre son épouse. Donc, on salue Eric et courage à Eric. Et les rites de veuvage que j'ai faits à Eric, je les avais subis il y a 13 ans quand j'avais perdu mon épouse. Les Juifs ont les mêmes rites de veuvage. Vous voulez voir plus, vous tapez sur le moteur de recherche YouTube, tradition juive bamileke, vous verrez comment on tourne la tête d'un juif comme on fait chez nous les bamileke. Nous avons tellement beaucoup de curiosité. Hein. Au point où j'ai fait des recherches et j'ai intitulé mes recherches les bamileke, les Ibo, un peuple redescendu d'Israël. Oui, je les avais fait, je les ai publiés il y a cela 16 ans. Et Maurice Dorès, qui est professeur à l'Université Tel Aviv et à Paris 7e, avait lu et m'avait invité. Il m'a dédicacé son livre La beauté de Cam pour me dire vos recherches, je les approuve à 75%. Au même moment, le professeur Capé de Bana me disait que comment tu peux dire qu'un juif descend, un bamileke descend d'un juif? Ceux qui ont tapé dessus sont des bamileke, mais des juifs m'ont prêté attention, m'ont écouté. Et Maurice Dorès, qui n'est pas n'importe qui, approuve mes recherches à 75%. Voilà, bon, ils vont le savoir désormais, quelques bamileke. Je n'ai pas trouvé Bassa, mais j'ai trouvé mes frères Bassa au Togo. Mon ami Kofi Amian parle le Bassa du Togo. Là. Mais il y a les Bassa un peu partout en Afrique. Hein. Tout à fait. Bien sûr. Oui, en Sierra Leone, au Libéria aussi. Bien sûr. Nous avons inauguré le futur musée du peuple Bassa pour bâtir à Iseka il y a 2 semaines. Super. Ah oui, bien sûr. Il y a les Bassa partout. C'est l'un des peuples centraux du Cameroun. Mais ça, c'est une autre histoire. On invitera André. Revenons sur Diako Kam, André-Marie Yinda. Revenons sur Diako Kam et terminons là-dessus si vous voulez bien. L'argent. D'où proviendront les fonds de votre association Diako Kam? Du Cameroun, de Belgique, des fondations, des cotisations des membres? Écoutez, nous, la structure du financement de notre plateforme est assez simplement pensée. Hein. Nous avons les cotisations des membres pour faire tourner la structure. Il y a ici en Belgique des fonds qui existent sur des appels à projets. Nous avons des partenaires qui sont très impliqués pour les questions de la diaspora, pour notamment l'Union européenne. Il y a plusieurs lignes de budget qui sont dédiées à ce type de projet. Et nous avons aussi, pour chaque projet que nous allons mettre en œuvre, le partenariat que nous offrons avec les partenaires du Cameroun. Donc, voilà. Les partenaires du Cameroun, donc le gouvernement camerounais? Oui, si l'État camerounais est impliqué dans un projet comme par exemple la création de la banque, oui, forcément. Vous parlez d'un État qui, il y a de cela 1 an, était incapable de payer ses fonctionnaires. Je sais de quoi je parle. J'ai vu le document des 100 millions d'euros prêtés par la France à tout zéro au Cameroun pour payer les fonctionnaires. C'est cet État-là qui va investir pour une banque en Belgique. Non. D'abord, la banque ne sera pas installée en Belgique. Hein. Ça sera installé où? La banque d'investissement de la diaspora sera installée au Cameroun, précisément. Oui, tout à fait. Et le retour de Messi. Et avec simplement des succursales dans des pays où on aura une forte communauté diasporique. Vous voyez? Parce que l'avantage d'avoir une banque au Cameroun, c'est qu'on maîtrise toute la chaîne en fait de création et de gestion et de protection de la banque. Vous voyez? C'est très important. Mais nous, vous savez, nous, on n'a pas de problème en termes de recherche de financement. Hein. Ce n'est pas le principal problème, en fait. Le principal problème, c'est de trouver un accord avec les bons partenaires. Et le principal partenaire, en l'occurrence, c'est l'État du Cameroun. Voilà. Raoul Pichot, qu'est-ce que vous pensez de ce projet
de lancement d'une banque de développement de la diaspora qui sera basée au Cameroun, vu comment les choses fonctionnent dans ce pays-là. Mais écoutez, Jackie, l'initiative, en tout cas l'idée est noble, elle est belle, parce que ce sont les choses dont on a besoin. On a besoin de toutes sortes d'initiatives. On oublie souvent de quoi il s'agit. La question, c'est par quels moyens on bâtit un pays qui offre de la prospérité à ses populations. La question, c'est ça là, hein, c'est pas autre chose. On ne demande pas aux gens qui sont les résidents ou les gens du pouvoir d'aimer les diasporis, mais c'est pas la question. C'est pas dans l'amour. Nous sommes dans autre chose. Même si l'amour et tout ça, c'est très important, bien sûr. Mais nous sommes dans comment on fait pour bâtir le Cameroun. Et il se trouve que les capacités sont à l'étranger. Donc l'initiative est très belle, sauf que, encore une fois, pardon d'insister là-dessus, André, c'est pas pour vous contrarier du tout, mais c'est que on ne peut pas échapper de revenir à la question de politique. Si les gens qui ont les manettes du pouvoir ne sont pas décidés à considérer que les Camerounais de l'étranger sont des Camerounais à part entière, ils vont instrumentaliser votre outil, ils vont l'asservir à leur volonté de marginaliser la diaspora, puisque je n'ai pas envie d'insister trop pour contrarier l'invité, que André, mais c'est malheureusement les faits. C'est-à-dire que le pouvoir camerounais considère que la diaspora est une menace pour la stabilité de leur mainmise sur le Cameroun. Je parle de mainmise parce que la volonté est de rester au pouvoir. Ce n'est pas de construire le Cameroun. Si la volonté est de construire le Cameroun, il ne se permettrait pas de tourner le dos au potentiel de la diaspora camerounaise, qui est le plus important d'Afrique francophone et de loin. Et je dis de très loin. Il n'y a aucun pays en Afrique francophone qui arrive à la moitié en termes de potentiel du Cameroun. Il n'y a pas. Si vous allez en Allemagne, vous voyez des jeunes gens qui ont 27, 28, 30 ans, qui sont chefs de projet dans les multinationales. Il n'y a pas d'Ivoirien chez BMW qui est ingénieur en chef. Il n'y en a pas. Les Camerounais sont partout. C'est extraordinaire. Vous allez voir des professeurs de médecine camerounais qui sont chefs de service en France. Il n'y a pas d'Ivoirien, je suis désolé. André disait de me manquer de respect à Côte d'Ivoire. Ce sont un pays ami, hein. Moi, j'ai aucun problème. Jackie qui voyage partout en Afrique, vous le savez très bien, Jackie. Les Camerounais sont partout. Partout. C'est-à-dire, vous arrivez quelque part, vous arrivez au commissariat à l'énergie atomique, vous voyez des Camerounais. Vous parliez tout à l'heure de Polytech, qui est quand même, excusez du peu, c'est la grande école la plus prestigieuse de France. Polytech X, créée par Napoléon il y a 2 siècles, je ne sais pas. Vous arrivez à Polytech, vous voyez des petits jeunes gens qui sortent de Bouddha, de Yabassi, qui sont là. Les petits gars qui sont encore pubères, vous les voyez, à peine ils sortent de l'adolescence, vous les voyez à Polytech. Match ils rentrent à Polytech. C'est les enfants de généraux qui sont leurs camarades de classe. Hein. Les enfants de généraux, hein, pas de l'équipe régionale, des généraux français. Hein. Les enfants de gars qui gèrent le CAC 40. Hein. C'est eux qui sont leurs camarades. Ils sortent du village avec la terre rouge sur eux. Ils entrent dans Polytech. Les Camerounais. Et demain, évidemment, on va les recruter dans les meilleures banques, puisque c'est des mathématiciens. Hein. On leur court après. On leur donne des bourses. Le Cameroun ne leur donne pas des bourses. Je vous le dis, Jackie, vous qui avez toutes les informations, sachez-le. Les petits jeunes qui sont à Polytech à Pont-et-Chaussée, le Cameroun ne leur donne aucune bourse. Hein. Je fais ça pour imiter comment on fait au Cameroun. Parce que les Chinois, ils leur courent après. Hein. Les Chinois courent après leurs enfants de la diaspora. On vous fait la cour. Hein. Les Indiens non-résidents indiens, on vous donne la carte. Les enfants d'Indiens qui sont nés à Londres ou à Paris, qui n'ont jamais mis les pieds en Inde, hein. On leur donne la carte de séjour. Genre, vous êtes des Indiens d'origine. Hein. Les Sénégalais même, courent après le diaspora. Vous savez comment, pour vivre, Jackie, les enfants, nos enfants qui sont à Polytech ou à Pont-et-Chaussée à Paris, vous savez comment ils vivent? C'est la France qui leur donne la bourse. Hein. Oui, c'est pas le Cameroun. Et quand demain, ils vont commencer à défendre la Société Générale, parce que ce sont les gars qui font les algorithmes des banques. Hein. Quand demain, ils vont aller à la City, faire prospérer l'économie française, on va dire, il a trahi le pays. Mais attendez, quand ils ont 20 ans, ils ont besoin de l'aide, le Cameroun n'est pas là. Hein. On les loge et on les nourrit. Hein. C'est la France. Je lance un appel à nos amis panafricanistes, parce que là, ils n'aiment pas parler de ces choses-là. C'est la France, c'est les Anglais qui sponsorisent les petits génies que nous avons. Quand demain, ils vont bosser. Sujet un petit peu plus, on aime ce genre de sujet. D'ailleurs, André ils bossent pour eux, les méchants capitalistes. Le pays est là, hein, on ne les regarde même pas. André Daïda. L'initiative est belle, mais est-ce que là-bas, vous aurez le soutien au pays? C'est ça le problème. Très bien. Après, je vous laisserai la parole de André Daïda. Sachez qu'en ce moment, Gérard André Capolino, qui avait lancé la branche électromécanique à Polytech à Yaoundé en 1976, prend sa retraite cette année. Il a 71 ans. Il a fait la démarche seul en 2020 de venir sur ce plateau, dit son amour pour le Cameroun. Ce n'est pas quelqu'un qui a faim. Il est professeur en chair, ici en Normandie. Il n'a pas faim. Il aime le Cameroun. Il est parti du Cameroun en 1979
Jusqu'aujourd'hui, son maître préféré, c'est l'ondolé. Retrouvez cette émission gérant André Capolino. Il m'a dit, je ne veux pas manger le bœuf bourguignon, je veux du ndolé. J'ai demandé à une de nos sœurs de faire du ndolé. J'irai manger le ndolé, mais je me suis dit, ce n'est pas possible. Son rêve, c'est que le Cameroun l'appelle. Pour qu'il aille redynamiser l'électromécanique à Polytech à Yaoundé, gratuitement. Je le redis ici pour que ces personnes à qui vous tendez la main comprennent qu'au-delà de la diaspora camerounaise, il y a même des Occidentaux qui veulent revenir au Cameroun, implémenter des choses, qu'ils aient enfin cette volonté politique. Est-ce que vous comprenez, André Barry Inda? Vous comprenez cela? Je suis sûr que vous comprenez très bien. Oui, bien sûr. Non seulement je comprends, mais je suis parfaitement en accord. Et avec toi, Jackie, et avec toi, Raoul. Je pense que sur le fond, en fait, nous nous entendons. Bien sûr. Le Cameroun a d'immenses ressources. Et ce pays a d'énormes problèmes actuellement. Et les ressources dont dispose la diaspora sont en même de répondre à ces difficultés, à ces problèmes, dans une large partie. Je ne dirais pas la totalité, mais dans une large partie. Et notre travail à nous, justement, c'est de rendre possible cette capacité à répondre à ce besoin. Et pour rendre possible cette capacité à rendre possible ce besoin, c'est d'abord établir un dialogue, une collaboration avec l'État du Cameroun, avec les partenaires privés, donc les entreprises, les chercheurs, les porteurs de projets, établir un dialogue avec ce paysage en fait. Parce qu'on ne peut rien faire à partir de la diaspora si on n'a pas d'interlocuteur de l'autre côté du Cameroun. C'est très important. Et le fait de ne pas amplifier les difficultés ou bien le passé douloureux ne signifie pas qu'on l'oublie ou ne signifie pas qu'on l'évacue. Ce n'est pas ça. C'est simplement le raisonnement le plus pragmatique qu'on peut avoir quand on fait de la politique. Parce que ce qu'on fait là, c'est de la politique. Mais c'est de la politique au sens noble. Tout à fait. Construire un pays, c'est faire de la politique. Impliquer la diaspora pour construire le pays, c'est faire de la politique. Et donc, nous voulons construire le pays par la diaspora, mais nous voulons le faire de sorte que, quel que soit ce qui a pu se passer, que tout le monde mette de l'eau dans son vin, au niveau de la diaspora comme au sein de l'État, et qu'on se dise qu'aujourd'hui, on a une dernière opportunité pour réaliser finalement, pas cette fusion, mais cette connexion qui jusqu'ici a toujours été rendue impossible. Si on réussit cette connexion, je peux vous dire, comme disait Raoul, on aura un boulevard pour le développement du Cameroun. Mais il faut réussir la connexion. Et ce n'est pas une chose facile. Sans cela que quand on est un peu mécanicien de l'État comme moi, on sait comment on peut fonctionner. Vous comprenez? Et donc, c'est dans cette démarche que je suis. Et je pense que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Il faut simplement qu'on continue à travailler ensemble, à collaborer ensemble, à communiquer, à interagir, même de manière critique, comme cela se fait tout à l'heure ici, mais toujours orienté vers le progrès, vers le positif, vers la construction du pays. Parce que quoi qu'il en soit, le Cameroun va survivre au régime qui est là, au gouvernement qui est là, à la génération des membres de la diaspora que nous sommes. Ce Cameroun va survivre. Ce que nous devons faire, ce que nous allons faire, ce que nous sommes absolument obligés de faire, simplement de lancer des ponts pour que la connexion se fasse et qu'elle se prolonge après nous. Voilà. Lancer des ponts. Merci beaucoup, André-Marie Inda. Merci beaucoup, Raoul Kucho. Je suis content que cela se soit bien passé. Il y avait des appréhensions au début. Vous voyez qu'il n'y a pas eu de pièges. Non, pas tout à fait. C'est ennuyeux de discuter. J'ai été ravi. Hein? Ravi de André. Votre approche mérite d'être soutenue, André. Il faut le savoir. Bah oui. Merci beaucoup. C'est une autre façon d'essayer d'escalader la colline. Ce n'est pas évident. Vous prenez ça par un autre versant, c'est une bonne stratégie.
sachez tous les deux qu'après ce Covid, cette pandémie, vous viendrez vous asseoir ici tous les deux. Sur le célèbre canal, Jackie, absolument. Quelles que soient vos aspirations politiques, quels que soient vos bords politiques, nous sommes tous d'abord des enfants du Cameroun. Tout à fait. D'abord. Ça Absolument. me pose au contraire même. Dès que je reviens en Belgique, là, je vais prendre l'adresse, je vais chez André. D'accord. Avec plaisir. Le bongo chobi, sans piment, comment je mange. Et Raoul, on ira manger au couscous à Lille là-bas. Plaisir, Jackie. Avec Avec plaisir. Et que ceux qui dirigent le Cameroun aujourd'hui, ça fait trop longtemps, s'il vous plaît, les amis, pensez enfin à la jeunesse de ce pays, pensez à l'avenir. Vous avez tous 80 ans, là. Vous n'êtes pas fatigués? C'est quoi ce pays où les gens à 80 ans travaillent sans arrêt? Ils ne sont pas capables de s'asseoir 4 heures de temps concentrés et ils ne veulent pas laisser les affaires partir. Allez vous reposer. Est-ce qu'ils disent cela signifie être opposant? Alors, ça fait, je suis né, je vais bientôt mourir. Les mêmes sont pour Abel Oboubé, est toujours premier ministre, toujours ministre, Paul Biya est toujours président. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Jackie, on voit que tu ne peux pas t'empêcher, hein, Jackie. Non, là, honnêtement, il faut parfois être raisonnable. Hein? Okay. Mon grand-père, à cet âge-là, était déjà couché au village là-bas. Vous êtes toujours là. Bon. Bien. Chers frères, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour expliquer ce que c'est que Diakokam. Je souhaite bon vent à ce Diakokam-là. J'espère que pour une fois, vous serez entendus au sommet de l'État camerounais et que les choses se feront avec tout le monde, car nous sommes tous les enfants de ce pays-là. Donc, merci à vous deux. On se retrouve sur ce plateau quand vous voudrez. D'ici là, malgré la situation compliquée, gardons la banane. À bientôt. Merci beaucoup. Merci les frangins. Bye bye. Merci, bye bye. Merci beaucoup. Je demande à GMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.